Une pétition intitulée « Pas de fusil sur les cendres » réclame 3 années d'interdiction de la chasse dans tous les massifs incendiés. Vous n'avez pas pu passer à côté. Cette pétition s'apprête à dépasser les 300 000 signatures et continue de grimper, relayée sur les réseaux par des gros comptes. J'ai dit comptes. Évidemment, dans les commentaires, à droite et à gauche, les insultes pleuvent. Au même moment, dans les Landes, la Fédération des chasseurs sert 1000 repas par jour aux pompiers mobilisés sur le feu. En Gironde, elle a ouvert plusieurs points de collecte pour acheminer eau, nourriture et produits de première nécessité vers les sinistrés. Des pétitions donc qui veulent écarter les chasseurs des zones brûlées, pendant que d'autres chasseurs y travaillent déjà aux côtés des pompiers. Nonobstant, je vous l'accorde, ce contraste ne répond pas à la question de fond. Après un incendie, faut-il réellement interdire la chasse? Partout. Pendant 3 ans. Est-ce que les gens qui se ruent sur ce sondage, parce que ça paraît évident, ont pris en compte toutes les conséquences d'une telle mesure? Qui est l'auteur d'ailleurs de cette pétition et quelles sont ses motivations profondes? Eh ben on va essayer de répondre à tout ça. Mais avant, je voudrais vous annoncer un truc. Il existe un moyen de me soutenir qui s'appelle la souscription. Le bouton souscrire est sous la vidéo. Voilà, ça coûte 2,99 € par mois et à partir de dorénavant, il y aura du contenu rien que pour les membres de ce petit cercle. Bon, que je voudrais bien voir grandir. Vous y retrouverez les coulisses de la chaîne, des sondages pour choisir les contenus, des vidéos, des photos, des posts, et tout ça en exclusivité pour les membres. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, appuyez sur ce bouton souscrire, merci infiniment à ceux qui le feront. On se retrouve juste après dans les coulisses. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon, commençons par rendre à chacun ce qui lui revient. La demande de suspendre la chasse après un incendie n'a rien d'absurde en soi. Un feu tue des animaux, détruit leur habitat, leurs ressources alimentaires et concentre les survivants dans des parcelles épargnées. Imposer la chasse à une population animale effondrée, c'est pas ouf. Et les gens ont parfaitement le droit de poser des questions. Le problème, un peu comme d'hab, c'est que le carburant de tout ça, c'est l'émotion. Et aussi l'ignorance de ce qui existe déjà. En Aveyron, après l'incendie de 2022, la société de chasse locale a décidé elle-même, par exemple, de repousser son ouverture de 20 jours sans attendre un arrêté ni une pétition. Dans la Drôme, cet été, après l'incendie du Diois, la fédération départementale a mandaté ses techniciens pour cartographier les zones touchées avant même de savoir quelles mesures seraient nécessaires. Son président le résume simplement: on ne connaît pas encore l'ampleur de cet incendie sur toutes les chasses, alors on va vérifier, plutôt que de décider dans le vide. Pardonnez-moi, mais l'actualité va plus vite que moi. Du coup, je suis obligé de retourner cette petite séquence. La Fédération des chasseurs des Landes vient d'annoncer qu'elle allait plus loin que l'arrêté préfectoral qui vient d'être pris. Elle a décidé d'interdire la chasse dans tout le département des Landes. Donc, encore une fois, sur ce point précis, les chasseurs vont même plus loin que ce que demande l'État. L'article R424-3, quant à lui, prévoit qu'en cas d'incendie susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut suspendre la chasse. 1 an d'interdiction totale dans la plaine des Morts après l'incendie de Gonfaron en 2021. 2 ans dans la Montagnette en 2022, avec dans les 2 cas une exception ciblée pour le sanglier. Oui, on va y revenir. Dans l'Aude, après l'incendie des Corbières de 2025, l'administration a choisi une autre formule. L'arrêté de janvier 2026 interdit l'accès aux espaces boisés incendiés au nom des arbres fragilisés, de l'érosion et des risques de chute de blocs. Mais il autorise la régulation du sanglier et du chevreuil à l'intérieur du périmètre, en dehors de ces espaces boisés. Râlez pas, je vous dis, je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est exactement comme ça qu'une administration doit travailler, à l'échelle du territoire, selon les espèces et selon la problématique réellement constatée. La pétition « Pas de fusil sur les cendres », quant à elle, exige 3 ans d'interdiction pour toutes les formes de chasse, dans tous les massifs incendiés de l'été, avec un périmètre de protection tout autour, tant qu'à faire. Bon, son auteur reconnaît lui-même ne pas être expert en écologie. Petite note au débeauté du monteur, on se rend bien compte que c'est pas un spécialiste en écologie, vu que ces animaux-là qu'il y a en couverture de sa pétition, il n'y en a pas en France. C'est un cerf de Virginie qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Mais ça l'empêche pas de tirer sur la corde sensible en parlant d'animaux épuisés, affamés et bien entendu traumatisés. Parlons de lui, tiens, Bruno Valentin qui s'appelle. Il se présente sur change.org comme un simple habitant du Cantal, gérant un refuge animalier avec sa femme. Ni un expert en écologie, ni un politique de carrière. Pourtant, sur son site personnel, il se présente autrement.
Bruno Valentin, candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2027. Sur ce site, la pétition est revendiquée comme une initiative portée par Bruno Valentin dans le cadre du projet La France Heureuse, dont le programme prévoit entre autres, je vous le donne Émile, l'interdiction générale de la chasse, incendie ou pas. 300 000 personnes ont donc signé un texte présenté comme apolitique, qui sert aussi de porte d'entrée vers une candidature présidentielle. Bon, fantaisiste, la candidature, je vous l'accorde, mais il m'a semblé que l'info méritait d'être relayée. Voilà, proposer d'interdire la chasse pendant 3 ans dans les massifs cramés, alors qu'en fait on veut l'interdiction totale de la chasse en tout lieu et en tout temps, c'est un excellent travail digne du parti animaliste. Ils recrutent d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est pas la grande forme. Ils sont à la recherche de talents. Les chasseurs, quant à eux, n'ont pas attendu qu'on leur explique que les territoires brûlés méritaient leur attention. Dans les Landes, la fédération a mobilisé bénévoles, producteurs et restaurateurs pour préparer et livrer des repas chauds au secours. J'en profite pour remercier toute l'équipe de bénévoles qui assume depuis le début de la semaine ce service. Merci à pour eux. En Gironde, 4 points de collecte fédéraux ont été ouverts avec la participation d'associations locales pour le transport des dons. Nous avions réparti 4 points de collecte sur le département. Nous avons récolté ce matin un grand nombre de victuailles et tout cela est en cours d'acheminement vers différents points à des casernes de pompiers, mais également par exemple le parc des expositions à Bordeaux où un grand nombre de réfugiés ont été logés par la métropole. Sur le terrain, des chasseurs surveillent aussi les massifs, signalent les départs de feu et mettent à disposition leur connaissance des chemins, des points d'eau et des propriétés. Évidemment, ce réseau de solidarité dépasse largement le monde de la chasse. Il inclut des agriculteurs, des entreprises, des associations de simples habitants. Tout ce petit monde qui a autre chose à faire que de tapoter des pétitions en ligne pendant que ça crame. Cette mobilisation rappelle quand même un truc. Les chasseurs vivent sur ces territoires, ils les connaissent, ils y sont déjà bien avant l'ouverture de la saison. Alors comprenez-moi bien, je vous vois venir. Cette mobilisation ne leur donne aucun droit particulier à chasser sur des terres brûlées et personne ne demande ça. Elle interdit en revanche de les décrire comme des étrangers qui attendraient l'ouverture pour venir tirer sur les survivants. Tout simplement parce que c'est pas la réalité. Le chasseur, c'est aussi votre boulanger, votre plombier, votre médecin, l'entraîneur de foot de vos gamins ou le facteur qui vous apporte le courrier tous les jours. C'est des gens quoi. Mais maintenant qu'on a remis les pendules à l'heure, on va essayer de comprendre les mécanismes naturels à l'œuvre pendant les incendies. Parce qu'une zone incendiée ne contient jamais une seule population réagissant de la même façon. Oui, je sais, Jean-Kévin, la nuance, tu détestes, mais il va falloir t'accrocher. Prenons le petit gibier. Quand le feu a supprimé tout le couvert sur une très grande surface, une suspension locale du lièvre, de la perdrix ou du faisan peut être parfaitement raisonnable. Des individus sont morts, d'autres ont quitté le secteur, les survivants se retrouvent parfois concentrés dans quelques îlots. Ouvrir normalement avec les mêmes quotas qu'avant l'incendie me semble peu raisonnable. Mais la durée de cette suspension doit dépendre de l'état réel du territoire, pas d'un calendrier fixé à l'avance par un gars qui veut de toute façon l'interdiction générale de la chasse, comprenez ? Une étude menée en Grèce sur le lièvre d'Europe illustre bien pourquoi. La première année après l'incendie, il y en a moins dans les secteurs brûlés. C'est logique. Mais dès la deuxième année, la tendance s'inverse. Les lièvres deviennent plus nombreux dans les zones brûlées que dans les zones intactes. L'hypothèse la plus probable, c'est que la végétation herbacée qui repart après le feu leur offre à la fois une nourriture plus jeune et plus accessible et une meilleure visibilité pour repérer les prédateurs. Des avantages qui durent jusqu'à environ la 4e année avant de s'effacer. Voilà, vous le saviez ça vous ? Eh ben moi non plus. Du coup, une interdiction décidée pour 3 ans avant même d'observer la reprise végétale aurait donc couvert à la fois une période défavorable pour le lièvre et une phase favorable pour le lièvre. Chez les oiseaux, en revanche, tout dépend du calendrier. Les adultes capables de voler peuvent quitter la zone en s'envolant. Les œufs et les jeunes honnies ne le peuvent pas et le maintien du couvert conditionnera ensuite leur reproduction. Sur ce point précis, nous n'avons pas en France de suivi assez robuste pour dire aujourd'hui comment évoluent les perdrix, les cailles ou les faisans dans les zones brûlées cet été. La précaution me semble donc de mise. Chez les cervidés, la priorité est de distinguer mortalité et déplacement. Après un grand incendie en Pologne, le cerf et l'AF a progressivement réutilisé les jeunes peuplements dès que la végétation retrouvait une hauteur suffisante pour offrir nourriture et protection. Le chevreuil, lui, fréquentait encore beaucoup moins la zone brûlée 5 à 8 ans après le feu. La même mesure ne conviendra donc pas exactement au cerf et au chevreuil.
Les plans de chasse doivent pouvoir être réduits, déplacés ou suspendus selon ce qu'on observe réellement sur le terrain, hein, pas selon la seule surface parcourue par les flammes. Bon, le sanglier, maintenant. Oui, lui, il mérite un traitement à part. Parce qu'avant même de parler d'incendie, de nombreuses régions françaises croulent déjà sous les sangliers sans qu'on ait trouvé de solution durable. Les populations progressent depuis des années, hein, hiver plus doux, nourriture abondante dans les cultures, milieux fragmentés qui leur offrent à la fois couvert et tranquillité. Les dégâts agricoles suivent la même courbe, hein, malgré des tableaux de chasse en hausse constante. C'est un problème de fond, pas une conséquence du feu. Et c'est précisément pour ça que le sanglier ne suit pas la même logique que les autres espèces dans ce débat. Parce que le raisonnement derrière une suspension de la chasse, c'est de laisser une population fragilisée se reconstituer. Sauf que le sanglier est justement l'espèce la mieux équipée pour s'en sortir. En effet, on sait par les études sur son comportement qu'il fuit rapidement une zone à risque, se réfugie dans les secteurs offrant couvert et nourriture, puis revient dès que la pression retombe. Rien n'indique qu'un incendie ferait exception à cette règle. Une population qui pullulait déjà avant l'incendie a donc toutes les chances de continuer à pulluler après. Suspendre sa chasse ne protège pas une espèce en difficulté, ça retire un outil de régulation dont on a localement très besoin. Alors évidemment, une forêt entièrement calcinée ne devient pas un refuge confortable du jour au lendemain. Le couvert a disparu, la nourriture peut manquer, l'eau devient difficile d'accès. Les sangliers se reportent alors sur les îlots restés verts, les forêts périphériques, les fonds humides, les cultures voisines, et sur les parcelles évidemment fermées à la chasse. C'est là qu'une interdiction longue et très étendue peut créer une difficulté supplémentaire et venir aggraver un problème qu'on n'arrive déjà pas à résoudre en temps normal. Une zone entièrement fermée à la chasse devient vite un refuge pour le sanglier. Les dégâts se déplacent alors vers les cultures et les propriétés en périphérie. C'est une réalité de terrain que tout gestionnaire cynégétique connaît, bien avant même de parler d'incendie. Ça ne veut pas dire qu'une fermeture provoque toujours des dégâts, ni qu'elle n'en provoque jamais. Tout dépend de la taille de la zone, de la nourriture disponible, des corridors, de la pression de chasse tout autour. Mais dans un secteur où le sanglier était déjà hors de contrôle avant l'incendie, sanctuariser plusieurs milliers d'hectares sans aucune régulation, c'est pas un geste de précaution, hein. C'est aggraver un problème déjà existant. Et c'est exactement ce que prévoyaient les dérogations de la montagnette et l'autorisation maintenue dans l'arrêté de l'Aude. On s'adapte à la situation locale. Oui, je sais, c'est moins instagrammable. Pour décider correctement, il faut comprendre ce que le feu fait réellement à la faune, et la première surprise concerne justement la mortalité directe. Une synthèse mondiale existe, publiée en 2022, qui n'a trouvé malheureusement que 31 études dans lesquelles des animaux étaient suivis avant et après un incendie. La mortalité directe moyenne qui en ressort atteint 3%. Mais ce chiffre doit rester attaché à sa limite. La majorité des événements étudiés étaient des brûlages planifiés ou des feux de faible intensité. Un seul méga-feu figuré dans l'échantillon, et même pas en Europe. Le 3% ne donne donc aucun taux fiable pour les grands incendies français de cet été. Nous savons en réalité très mal combien d'animaux meurent pendant les flammes. Les semaines et les années qui suivent sont-elles beaucoup mieux documentées. Les grands mammifères se déplacent, les micro-mammifères recolonisent souvent depuis les lisières, les premières pluies ensuite peuvent entraîner cendres et sédiments vers les cours d'eau. Au Portugal, par exemple, la chute la plus importante des invertébrés aquatiques est apparue pendant les écoulements hivernaux, après le passage du feu, et pas pendant l'incendie lui-même. Certaines espèces, à l'inverse, profitent très bien des habitats ouverts. Après 2 incendies en Espagne, des chercheurs ont capturé plus de 21 000 cétoines, 2 espèces se montrant particulièrement abondantes dans les zones brûlées. D'autres attendent beaucoup plus longtemps. Dans une chaînée du sud de la France, suivie pendant 28 ans, les oiseaux de milieu ouvert sont revenus rapidement. Évidemment, les espèces liées aux arbustes après quelques années, mais plusieurs oiseaux forestiers ont attendu 7 à 8 ans, parfois davantage, et les chercheurs estiment qu'une composition proche de celle d'avant le feu pourrait demander plusieurs décennies. Dans le massif des morts, les incendies répétés ont de la même façon favorisé les petits reptiles de milieu ouvert et à vie courte, au détriment des espèces forestières et à vie longue, dont la tortue d'Hermann. Parce que le feu fait en réalité partie du fonctionnement ancien de nombreux écosystèmes. Certaines plantes repartent depuis leurs racines, d'autres libèrent ou font germer leurs graines sous l'effet de la chaleur du feu. Et plusieurs animaux exploitent les clairières, les jeunes pousses ou le bois mort qui en résulte. Ce qui fait réellement la différence, c'est le régime du feu. Sa fréquence, sa sévérité, sa saison, le délai avant l'incendie suivant. Un feu modéré et isolé ouvre une succession écologique. Des feux sévères et rapprochés peuvent au contraire l'interrompre et transformer durablement le milieu. C'est pour ça qu'une pétition nationale fondée uniquement sur le nombre d'hectares brûlés ne peut pas fournir de réponse biologique satisfaisante. Parce que 2000 hectares brûlés très sévèrement dans un habitat rare peut avoir plus d'effet que 10 000 hectares parcourus de façon hétérogène dans un milieu habitué au feu. Alors oui, c'est un poil plus compliqué tout ça que de dire simplement qu'il faut interdire la chasse. J'en conviens.
Alors justement, on va y répondre à la fin à cette question. Faut-il interdire la chasse après un incendie? Et la réponse est oui, quand une espèce ou un secteur en a réellement besoin. Une zone sévèrement brûlée, sans couvert, où le petit gibier s'est clairement effondré. Cette zone doit pouvoir être fermée. Un plan de chasse au cervidé doit pouvoir être réduit quand les comptages montrent une baisse ou un déplacement durable. Une parcelle dangereuse doit rester inaccessible tant que les arbres et les sols représentent un risque réel. Ces décisions peuvent être prises rapidement à condition d'être réévaluées ensuite plutôt que gravées dans le marbre pour 3 ans. Le sanglier, lui, a souvent besoin de l'inverse, une régulation ciblée autour des refuges, des cultures et des routes, même en zone brûlée. Et un secteur faiblement touché, qui recolonise vite, n'a pas besoin de la même réponse qu'un cœur d'incendie sévère. Du coup, ce que je ne crois pas défendable, pour le moins, c'est une interdiction nationale pour toutes les espèces et tous les modes de chasse pendant 3 ans, sur la seule base du nombre d'hectares partis en fumée. Aucune réalité écologique unique ne justifie une mesure aussi uniforme. Même si, bien sûr, les animalistes se jettent sur les incendies comme des cétoines pour faire avancer leur agenda d'interdiction générale de la chasse. Rajoutez à ça les people et politiques opportunistes qui n'y connaissent rien, mais qui s'envolent en lyrisme, une main sur le cœur, les journalistes peu regardants qui surfent sur la vague, les images et vidéos générées par IA qui vous tirent les larmes pour obtenir du clic, de l'attention et du pognon, et vous obtenez le climat idéal pour faire grimper une pétition dont personne ne comprend ni la provenance exacte, ni les implications réelles. La protection de la faune n'a pas besoin de cette hystérie collective. Elle a besoin de préfets qui prennent leurs responsabilités au cas par cas, de fédérations prêtes à s'adapter, et de naturalistes, de forestiers, d'agriculteurs et de chasseurs qui partagent ce qu'ils observent sur le terrain. Les mêmes chasseurs qu'on a vu livrer des repas aux pompiers et ouvrir des points de collecte n'ont sur ce point rien à prouver de plus. Là où la chasse doit s'arrêter, elle doit s'arrêter. Là où le sanglier doit être chassé, il faut garder les moyens d'intervenir. Et là où personne n'a encore les chiffres, la première décision, c'est de les obtenir. Pas de s'égosiller dans une pétition stérile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager à celles et ceux qui vous ont envoyé la pétition comme une évidence. Abonnez-vous à cette chaîne. Souscrivez à cette chaîne si vous voulez des contenus exclusifs. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.